Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il est des questions qui sont autant de réponses, voire même encore plus inquisitrices, si je peux dire, que tout ce qui pourrait leur répondre et qui rendent oiseuses toutes les explications qui pourraient les suivre. Que répondre en effet à des questions comme celle-ci que je vais vous dire, qui ne sont qu'une toute petite partie des vraies questions sur la nature et le fonctionnement du régime algérien. Alors, je me lance. Je vous pose des questions. Le président Tebboune a-t-il été élu par les Algériens? L'oligarchie militaire est-elle le seul et unique centre de la décision politique? Les pouvoirs sont-ils réellement séparés? La justice fonctionne-t-elle à l'injonction? Le régime peut-il se réformer? Tous ceux membres du régime qui ont été poursuivis et jetés en prison représentent-ils réellement la totalité de la mafiocratie? La presse algérienne est-elle indépendante? Un journaliste peut-il mener une enquête approfondie sur les commissions et les rétrocommissions sur les achats d'armement? Et il y a ainsi une infinité de questions du même tonneau, moins essentielles mais tout aussi significatives du genre que celle que je vais encore vous poser. Le projet de la loi électorale peut-il vraiment changer quelque chose à un système où les élections n'ont pas d'autre sens que de permettre au régime de garder le contrôle sur le pouvoir? La consultation des partis politiques sur ce projet de loi électorale a-t-il une quelconque signification, un quelconque sens, sachant que ces mêmes partis ne représentent quasiment rien sur la scène politique et encore moins au sein de l'électorat véritable? Les réunions à répétition de Chengueriha avec des hauts représentants de la justice, de la junte, et y compris avec le DGSN, ont-ils d'autres objectifs que celui de la propagande primaire? Ont-ils d'autres objectifs que de se préparer à contrer le Hirak et la reprise du Hirak? Il ne fait aucun doute qu'il est tout à fait inutile d'apporter une quelconque réponse à toutes ces questions, puisque celles-ci ont naturellement surgi, les réponses, dans l'esprit de ceux et celles qui ont écouté les questions. De la même manière que la lumière se fait juste quand on appuie sur l'interrupteur. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري Algérie, une justice aux ordres. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Nordine Aoussat, écrivain, conférencier. Si Nordine, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, si Jamaldine. Merci. Au téléphone, nous allons avoir Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et Ezdine Toumi, militant politique. Merci à eux deux d'être avec nous. Alors, Nordine Aoussat, Zoubida Assoul, malheureusement, que nous avions invité,
Nous n'avons pas pu la joindre, je ne sais pas pourquoi. Nous en sommes désolés, elle aurait pu beaucoup apporter à cette émission. Alors, Nordine Oussat, vous avez entendu parler du Club des 1000 Oui. chez les magistrats, et notamment du fameux Saad Eddin, Saad Eddin, le fameux président du Club des 1000. Mais il n'est pas seul, ils sont 1000. Ils sont 1000 juges. Ouais. Vous imaginez, dans cet appareil judiciaire dont tout le monde sait qu'il est pourri, véreux, corrompu jusqu'à l'os, ne voilà-t-il pas qu'en son sein surgissent des magistrats intègres qui montent au créneau et qui revendiquent à corps et à cri la liberté de la justice, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs. Et bien entendu, le régime n'a pas accepté de se laisser faire, encore moins de laisser émerger ces voix qui pourraient devenir valeur d'exemple. Et donc, il s'est mis à réagir à tour de bras. Une magistrate, une juge de tribunal de Al-Harrach est passée en conseil de discipline et elle a été déjà radiée. Notre ami Saad Eddin est donc passible de peine ou d'autres. Il menace de démissionner. Et là, il leur a foutu une peur bleue, si je peux me permettre ce terme. Parce qu'ils ont peur. Un juge qui démissionne, ça fait beaucoup de bruit. Oui. Et il y a 16 autres juges qui sont convoqués devant le conseil de discipline, qui seront suivis de 8 autres. C'est vous dire l'ampleur des dégâts et la panique qui s'est emparée du régime devant ces juges libres qui sont en train de vouloir tout faire pour, j'allais dire, forcer le passage et imposer une vraie indépendance de la justice. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, Nordine Oussat? Ce qu'on peut dire déjà que l'Algérien et l'Algérienne, bien entendu, d'une manière générale, s'il y a deux secteurs, 2 points sur lesquels ils sont encore plus sensibles que sur les autres, c'est la question du foncier, la terre, et la question de la justice. Oui. Le traumatisme que le colonialisme a laissé dans la psyché, dans la psychologie collective des Algériens, elle est beaucoup plus, je dirais, intense, beaucoup plus forte sur ces domaines-là. La justice et le foncier, c'est-à-dire la terre, qui a été spoliée, volée par les colons et le régime colonial aux Algériens, qui ont été désappropriés et qui ont été confisqués de leurs terres. Et la justice, qui fonctionnait, bien entendu, comme on le sait, aux ordres. Ensuite est venue l'indépendance. Un Algérien qui juge un Algérien, on s'attendrait à un changement. On s'attendrait à une justice autre, d'autant plus que ces juges-là, ces avocats sont dans la faculté où ils étudient, ils sont très imprégnés des valeurs, disons, de morale, de religion, de droit, etc. On s'attendait à ça. Et de profession de foi du régime qui parle de justice rendue au nom du peuple. Au nom du peuple, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il se trouve que malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. On le sait bien, on l'a vu au lendemain de l'arrêt du processus électoral où des juges jugeaient avec des cagoules. Oui. D'accord. Cette période-là. Ils jugeaient des personnes visiblement torturées, qui portaient des stigmates de la torture et qui disaient « Monsieur le juge, j'ai signé sous la contrainte. Je veux revoir, mais il lui disait « Tais-toi, tu n'as rien à dire ». Absolument. Et il les condamnait à des peines très lourdes. Très lourdes. Des 20 ans, des 30 ans, des perpètes. Tout à fait. Ils sont encore aujourd'hui en prison. Nombre de ces gens-là, qui ont fait 25, 27, jusqu'à 29 ans. D'autres sont morts en prison. D'autres sont morts en prison, sans compter. Ceux qui sont vivants, ils ont attrapé des maladies qui cumulent 3, 4, 5 maladies diverses dans un même corps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été laissés pour compte. Et on vient d'apprendre, on en parlera peut-être, que Rachid Nekaz a été... On va en parler. Voilà. On va en parler. C'est une terrible nouvelle. Absolument. Il a un cancer de la prostate. Absolument. On en reparlera. Donc, la justice, c'est un pilier de l'État. C'est un pilier. Oui. C'est le pilier. Tout État où il n'y a pas de justice, ce n'est pas un État. Et tout État
dont la justice ne fonctionne pas va à son effondrement, va à sa ruine. Et c'est pour cette raison que le pouvoir ne lâchera jamais la justice. C'est un leurre. C'est un leurre. Maintenant, on peut se poser la question, c'est comme la question qui se posait, la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Est-ce que c'est l'avènement de l'État démocratique qui va libérer la justice ou bien que la justice va se libérer, je ne sais pas comment, pour amorcer cet avènement? Les magistrats algériens ont eu une chance en or avec le Hirak. S'ils étaient sortis avec les Hirakistes dans la rue, imaginez un peu, tous les juges sortir dans la rue avec les Hirak, ils seraient devenus indépendants. Il y a eu des tentatives, si Jamal dit. Mais il faut pas vous vous rappelez Oran, quand les juges ont été bastonnés, frappés par la police? Voilà, la dame qui a reçu une gifle, la magistrate. Mais il a fallu qu'ils leur disent « Ok, je réponds à vos revendications socio-professionnelles ». Le lendemain, la grève a cessé. A cessé. Et ça a été un coup dur pour l'image. Ouais. Ils ont commencé à donner de l'espoir au peuple algérien. Ils ont commencé à gagner l'adhésion, le soutien, les applaudissements des Algériens, des Hirakistes, et du jour au lendemain, tout est Ils ont trahi encore une fois. Voilà. Mais rappelez-vous, Nordin Aoussat, nous sommes des Algériens, nous connaissons très bien, nous savons très bien comment ça se passe. La plupart des magistrats sont corrompus. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas une minorité. La grande majorité des magistrats est rentrée dans le jeu parce que le système est très simple. Le régime accepte de fermer les yeux sur tout ce que vous pouvez faire. Faites-vous corrompre. Moi, je connaissais un magistrat, il est mort, donc je ne dirai pas son nom, Berhamou. Il avait un courtier. Avec un tarif. C'est un marchand, un commerçant. Quand vous voulez voir votre affaire réglée, vous allez le voir lui. Oui. Et il lui dit, qu'est-ce que vous avez? Vous dites par exemple, coup et blessure. Il te dit, attendez, il tire le tentare, coup et blessure. C'est 30 millions. Il négocie avec vous et puis il vous dit oui mais attention الحاج ما يقبلش الرشوه لازم تحلف باللي هذه مش رشوه هذه حنانه سي تيرم اولا وتحلف باسكو هو راح يحج به من الصوارد il veut pas vous dire. Et alors le système fermait les yeux et ces gens roulaient carrosse avec des résidences qui coûtaient à peu près un siècle de salaire, de leur salaire. Ils offraient des bijoux à leurs femmes en kilos, j'allais dire en quintal. Et le régime ne les interpelle pas. Absolument. Parce que c'est comme ça qu'il les tient. Et c'est comme ça, pour ça, qu'ils obéissent aux injonctions téléphoniques. Condamné, la juge qui était à Sidi Mohamed, la femme de Belakser, du général Belakser, qui est en fuite aujourd'hui avec son mari, en Espagne. On dit d'elle qu'elle a condamné des gens à des peines atroces parce que le régime fermait les yeux sur ses prédations et celles de son mari. Donc c'est terrible. Et dans un tel contexte, quand des juges courageux comme Saad-Din Merzouk et les autres juges qui sont sortis et qui sont et qui sont au front pour libérer la justice, il faut les saluer, il faut les encourager, il faut les aider. Absolument. Absolument. Bon, ça, je pense qu'il n'y a aucune hésitation sur ce point, que le peuple algérien saura, et il le sait déjà, rendre gré, je dirais, savoir gré, et aussi rendre grâce à remercier ces juges-là qui prennent ces positions. Ce n'est pas facile d'être dans, je dirais, la gueule du loup et de s'extirper pour être du côté du peuple. Oui, bien sûr, tous ne sont pas des héros. Tous ne sont pas des corrompus. Il y a des héros parmi ces juges qui eux, ils savent à quoi s'attendre de la part du régime qui côtoie au quotidien. Et il y a parmi eux des corrompus. Et ces héros, notamment, au mois de mai, ils l'ont montré, 2020, quand au moment et à l'occasion du renouvellement du Conseil de la magistrature suprême, ils ont dit carrément « nous ne participons pas au vote du mois de mai 2020 »
Pour quelle raison? Oui. L'explication. Ils ont elle était menacé. courte. Ils ont menacé seulement. Oui, oui. Mais après, ils ont oui, tout à fait, participé. tout à fait. Parce que c'était un bon moyen de pression. Oui, mais la déclaration, la cause, la raison de leur non-participation, elle dit tout. Même si malheureusement elle n'a pas été jusqu'au bout, ils ont dit tout simplement parce qu'on sait que les résultats sont connus d'avance. Oui, mais parce qu'ils savent aussi, ceux qui ont usé ce moyen de chantage, oui, et ils n'ont pas été jusqu'au bout malheureusement, que le régime sait très bien que si les juges ne marchent pas dans la combine de la fraude électorale, Oui. ils ne peuvent pas tenir des élections. Absolument. Et donc c'est pour ça que leur responsabilité est immense. Sans eux, ce régime ne peut pas s'imposer. Absolument. C'est impossible. Absolument. Et, nous allons recevoir Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Issa Rahmoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Si Jamal, Bonjour. Nordine et à tous les amis qui suivent actuellement votre émission. Alors, Issa Rahmoun, pour la plupart des Algériens, si ce n'est pour tous les Algériens, même si ce que je dis peut paraître un peu excessif, un peu outrageant, pour la plupart des Algériens, l'institution judiciaire est un nid, c'est un guêpier à corruption. C'est là où se pratique la corruption la plus vile, la plus sale, la plus malhonnête, la plus scandaleuse qu'ils puissent s'imaginer, puisqu'il est question de la liberté des gens, de leur vie. Les juges, beaucoup de juges, brisent tous les jours que Dieu fait, brisent la vie d'Algériens, d'Algériennes. Pourquoi? Juste pour avoir des privilèges, juste pour que le régime ferme les yeux sur leurs frasques. Et fort heureusement, des magistrats libres, des magistrats intègres tentent de sauver l'honneur de cette institution en se mobilisant, mais ce régime ne laisse pas faire, et c'est le cas du Club des 1000, dont le président est Saad-Eddine Merzoug, mais pas seulement, d'autres magistrats aussi, dont nous n'avons pas les noms, mais que nous ne tarderons pas à connaître et à inviter sur cette émission, Inch'Allah, tentent de sauver l'honneur, mais le système ne veut pas en démordre. Il est en train de les attaquer devant le Conseil de discipline pour, tenez-vous bien, violation de l'obligation de réserve. C'est-à-dire, il leur dit, oui, oui, vous pouvez vous exprimer, dénoncer, mais entre nous, ما تخرجوهاش لبرا, les chab, قبينتنا, il ne faut pas le dire. Et donc, une juge nous a dit aujourd'hui, juge d'Al-Harrach, tribunal d'Al-Harrach, a déjà été sanctionnée par ce conseil de discipline et révoquée. Elle est radiée du corps des magistrats. 16 autres doivent passer ces jours-ci, suivis de 8 autres qui vont être convoqués aussi. Je vous laisse la parole, Issa Rahmoun. Merci, Si Jamal. Si Jamal, à la belle comme c'est pas seulement le corps de la magistrature qui est atteint par cette gangrène mafieuse qui est le phénomène de la corruption, de la dilapidation. Quand un régime instaure et institutionnalise, pratique ce mode de gouvernance qui est le passe-droit, l'appui d'autorité, la dilapidation, c'est un concept très important. C'est des sommes faramineuses. Et non seulement dans le corps de la magistrature, mais dans tous les corps pratiquement. Savez-vous, je vous donne un exemple dans le cas de torture que vous avez cité, Si Jamal. Oui. Quand il y a des citoyens interpellés et puis auditionnés par le commissariat d'à côté, la brigade de gendarmerie d'à côté, qui subit des traitements inhumains, des violences physiques, voire des violences verbales, voire physiques, ils arrivent à arracher des aveux par la violence et l'intimidation. Et quand il s'agit de violences physiques, ils se présentent devant un médecin légiste, devant un médecin de l'hôpital d'à côté, accompagné par l'officier et des agents de la police. Le médecin accepte de signer un certificat médical RAS, rien à signaler. Oh là Ça, c'est une autre forme de corruption. C'est une intimidation ouverte. Ça, c'est des intimidations ouvertes. Pourquoi? Parce que réellement, le médecin, il se voit, un interniste, il se voit menacé par le commissaire, l'officier,
au risque de lui faire monter un dossier, d'une part, au risque de se voir transféré, muté dans un autre hôpital très loin de chez lui, de ses enfants. C'est ça le chantage qui est exercé sur toutes les corporations. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible ce que vous êtes en train de nous dire. Ça veut dire Oui, c'est plus c'est qu'une des mafia, réalités. c'est incroyable. C'est des réalités. Je suis praticien du droit, je suis avocat, je pèse mes mots, je sais ce que je dis. Oui, oui. Beaucoup d'affaires. Je me souviens d'une affaire qu'on a traitée à Alger à l'occasion d'une affaire liée au terrorisme international. Je vous raconte, permettez-moi de prendre 2 minutes pour... Je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup. Il s'agissait d'une affaire de terrorisme international. Un citoyen algérien qui est rentré de Syrie, très, très rapidement, lui monte un dossier de terrorisme, d'appartenance à un groupe terroriste international. L'affaire, elle passe au mois de juin. Du coup, donc, le magistrat pose la question au justiciable, qui était détenu, bien sûr, mais chez la police, vous avez signé, vous avez déclaré telle et telle et telle chose. Et il lui dit, Monsieur le Président, j'ai signé sous la contrainte, j'étais violenté, j'étais torturé. Mais pourquoi vous n'avez pas déposé plainte? Il enlève son t-shirt, les traces de torture apparaissent sur son dos. Le procureur général s'est tu. Il n'a pas levé les yeux. Vous imaginez un peu la situation dont un citoyen, quand il se présente devant un commissariat, et puis l'instruction et le procès équitable réellement commence par l'audition dans les maisons de commissariat, chez les commissariats de police ou dans les brigades de gendarmerie. Chose qu'on ne retrouve pas chez nous. Et on accepte le médecin chez lequel on présente l'interpellé, le citoyen interpellé, il signe un certificat médical RAF, rien à signaler. Vous voyez la complicité dans toutes les institutions. Ça, c'est une forme de corruption chronique, une forme de corruption et de menace qui pèse sur les médecins, les avocats, les magistrats à la fois. Vous savez, maître Rahmoun, quand je vous entends raconter de telles, j'allais dire anecdotes, mais c'est impropre, de telles monstruosités commises, de telles atrocités commises contre le citoyen, je suis admiratif devant la placidité, la patience du peuple algérien, et je comprends difficilement comment nous n'avons pas déjà explosé, comment la violence ne s'est pas emparée de la scène publique, fort heureusement. Mais ces gens-là sont des monstres. Ils utilisent leur police, leur justice, leurs journalistes. Mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Je vous raconte une autre anecdote, Sidi Jamal. Oui. Quand je reçois des clients, des justiciables, il ne faut pas dire clients, mais des justiciables qui se présentent dans mon cabinet, ils me racontent un peu son affaire. Il a une affaire contre une personne, pas contre le parquet, pas contre le procureur de la République. Il me dit, la première doléance qu'il me fait, mon adversaire c'est Flan. Quand il te dit que mon adversaire c'est Flan, je dis que la justice fonctionne d'une manière verticale et horizontale à la fois. Quand il s'agit où ils s'entretuent binatrums. Sincèrement, la justice fait des efforts, ils rendent de bonnes décisions équitables, parce que ça se passe au niveau horizontal. Mais quand il s'agit de remonter un petit peu la pente en termes vertical, là intervient le FLAN, le président de l'APC, le directeur central, le directeur de Wilaya, le député, etc., le militaire. Il me dit, voilà, mon adversaire, c'est FLAN. Et là, la peur commence. Et du coup, donc, vous voyez un peu le fonctionnement. Moi, je vois que le peuple est seul. Le peuple est seul, désarmé, contre une mafia qui dispose d'une justice, d'une police, de magistrats véreux et marrons, de journalistes qui taisent la vérité, qui ne la dénoncent pas, de politiciens qui achètent leur siège à 7 milliards, comme l'a dit Tléba, etc. C'est ce que je vois, Issa Rahmoun. Mais restez avec nous. Nous allons revenir sur beaucoup de points aujourd'hui, notamment ce qu'a déclaré le monsieur, comment il s'appelle, Lazhari, président de ce machin des droits de l'homme.
où il a dit il n'y a pas de prisonniers d'opinion, il n'y a pas de détenus d'opinion dans nos prisons. Alors, Ezzedine Toumi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher ami Jamal. Merci Bonsoir. pour votre invitation. Je salue nos amis Maître Rahmoun et Sinordine et je salue tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que cette histoire de justice vous inspire? Tous les Algériens le savent. Hein. En fait, les Algériens aujourd'hui devant leur téléviseur, ils doivent s'ennuyer un peu puisque nous leur parlons de choses qu'ils connaissent parfaitement. Sauf que ce qui est nouveau, et je vous demanderai de nous dire ce que vous en pensez, ce qui est nouveau, ce qui est prometteur, ce qui est beau, ce qui est merveilleux, ce qui nous laisse espérer en des lendemains meilleurs, c'est ce club des 1000, ces magistrats indépendants ou qui veulent devenir indépendants, qui sont en train de forcer le destin, qui ne se cachent pas, qui avancent à visage découvert et qui disent « nous voulons l'indépendance de la justice, nous voulons la séparation des pouvoirs, nous ne voulons plus fonctionner à l'injonction, nous ne voulons plus rendre la justice au nom des potentats et des barons du régime ». Et ça, c'est réellement très beau. Et j'aimerais que vous nous disiez votre avis de politicien en la matière. Tout d'abord, il faut rappeler que l'indépendance de la justice est une revendication centrale du Hirak. Et puis cette même indépendance de la justice est l'un des piliers de la construction d'un État de droit. On ne peut pas prétendre prétendre d'aller vers une Algérie nouvelle ou faire un quelconque changement en continuant à instrumentaliser la justice et à faire soumettre cet appareil au dictat du pouvoir. Et puis, vous savez, il y a des juges qui ont pris des positions avec honneur et avec courage des positions par rapport au Hirak. Ils ont ouvertement soutenu le Hirak et ils ont épousé, disons, ils ont repris les mêmes revendications que le peuple algérien, qui concernent même l'appareil à laquelle ils appartiennent, même les juges. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ces juges, les amis de Marzouk, ils ne demandent que l'indépendance de la justice. Parce que l'indépendance de la justice, elle signifie l'indépendance du juge qui sera soumis à sa conscience et ne sera pas soumis aux ordres d'une institution ou d'un pouvoir quelconque. Donc aujourd'hui, il y a des juges qui étaient prêts à renoncer à certains privilèges et qui ne sont pas mêlés à des magouilles, des dossiers de corruption ou autres, parce que nous savons tous que le pouvoir, il joue sur cette carte en essayant d'inclure les fonctionnaires et d'inclure même dans certains cas les simples citoyens dans ce système, dans cette machine de corruption pour après les faire pour que après la corruption devienne un phénomène banal, un phénomène normal entre guillemets. Donc aujourd'hui, cher Jamal, au lieu que ce pouvoir aille vers la libération de la justice et de construire un État de droit, nous sommes devant un système judiciaire. Mais Ezzedine Toumi, oui. Excusez-moi de vous contredire. Quand vous dites au lieu d'aller vers l'indépendance de la justice et de construire un État de droit, vous pensez que le régime peut être dans une telle appréhension des choses? Mais ce régime est en train de tout faire pour se maintenir. Or, il ne peut pas se maintenir s'il y a un État de droit. Il ne peut pas se maintenir s'il y a une indépendance de la justice. Au contraire, c'est dans sa nature que d'avoir une justice aux ordres, une justice corrompue. C'est dans sa nature de tout faire pour qu'il n'y ait pas un État de droit. Et c'est dans sa nature aussi de tout faire pour qu'il y ait la façade en trompe-l'œil, la vitrine de l'État de droit, mais sans substance, sans rien derrière.
Oui, effectivement, il est dans son rôle de faire tout pour se maintenir au pouvoir, c'est vrai. Mais nous disons que la solution de la crise algérienne, il faut aller dans cette direction. C'est vrai qu'il y a deux directions différentes. Celle du peuple algérien qui aspire au changement, qui cherche des changements profonds, une vraie nouvelle Algérie, et il y a le pouvoir qui est en train de maintenir, d'exécuter, d'élaborer, puis exécuter un plan qui lui permettrait, entre guillemets, de se maintenir. Donc aujourd'hui, nous sommes devant un système judiciaire qui est basé soit sur le règlement de compte avec les uns et l'impunité totale des autres. Aujourd'hui, qui serait normalement introduit devant la justice et emprisonné? Est-ce que ce n'est pas toutes ces personnes-là qui ont été au cœur du régime de Bouteflika et du régime tout court depuis des décennies, qui ont délapidé les biens des Algériens, qui ont terni l'image de l'Algérie à l'extérieur, qui ont vendu le pays aux puissances étrangères et qui ont tous ces responsables qui sont aujourd'hui, peut-être on reviendra sur certaines personnes, même cette personne, le Zahari, qui était au cœur du régime de Bouteflika. Il a été nommé sénateur du tiers présidentiel par Bouteflika, à plusieurs reprises nommé dans des commissions pour l'élaboration de la Constitution, etc. Donc, est-ce que c'est ces gens-là qui doivent être aujourd'hui... Et qui est aujourd'hui président de ce machin des droits de l'homme dirigé, piloté par le régime? Oui. Est-ce que c'est ces gens-là qui sont redevables devant la justice, ou cette justice, ou ces jeunes militants, ces jeunes activistes, ces hommes politiques qui ont eu le courage de dire non à la dictature, de porter des revendications pour l'Algérie, pour l'avenir des Algériens, pour l'avenir des générations entières. Donc on voit comment cette justice a été instrumentalisée. Parfois, le pouvoir l'avait réduite disons, à un prolongement des services de sécurité. C'est pour punir les militants, pour punir les hommes politiques, pour les faire taire. Aujourd'hui, et justement, quand vous avez dit le régime il est dans son rôle, oui c'est vrai, mais il faut que ça s'arrête. Et oui, mais il restera dans son rôle, comme pour l'Azhari, excusez-moi de vous avoir interrompu, ce monsieur l'Azhari Bouzid, qui nomme président du comité, je ne sais pas quoi, des droits de l'homme. On comprend parfaitement qu'il ne peut pas nommer un Tabou, qu'il ne peut pas nommer un Saïd Aknin, qui ne peut pas nommer un Leftissi, qui ne peut pas nommer tous une Jamila Harshawi, une Farida Hamidi. Il ne peut pas les nommer à la tête d'un tel bidule, parce qu'il doit nommer quelqu'un qui aille dans son sens. Et nous allons en parler tout à l'heure, mais avant, j'aimerais que nous fassions un petit tour de micro pour parler un peu de Rachid Nekez, dont on a diagnostiqué un cancer de la prostate. Et il semble, et ça reste à vérifier, mais si c'est le cas, c'est réellement monstrueux, qu'il a été diagnostiqué avec cancer de la prostate avant d'être banni sur la prison d'Al-Bayid, qui se trouve très loin de la capitale. Oui. Si c'est le cas, oui. On a voulu l'éloigner des centres de santé, parce que vous savez, nos frères du Sahara, ils manquent de tout. Il manque d'hôpitaux, de médecins, alors que dire des prisons du Sud, c'est de véritables bagnes. Et donc, M. Nekez, dont je rappelle que ça a été un militant de la première heure, il a toujours battu le pavé pour dénoncer le régime, y compris du temps de Bouteflika. Il a dénoncé un peu tout le monde. Il a marché en Algérie, il a parcouru des milliers de kilomètres. Il a été emprisonné un nombre incalculable de fois, frappé par le neveu de Saadani, frappé par la police. Il a subi toutes les atrocités. Il n'a jamais lâché le morceau. Et je rappelle qu'il a été le prétexte, parce qu'à Khenchela, le maire a refusé de le laisser entrer à Khenchela pour rencontrer la population. La population de Khenchela s'est révoltée et c'est à ce moment-là où le portrait de Bouteflika a été descendu de la mairie, portrait géant, et ça a été, avec Kharrata, l'un des coups de départ du Hirak quelques jours plus tard, le 22 février, si vous vous en rappelez, Nordine Aoussat sur
Rachid Nekez. Absolument. Moi, je connais Rachid Nekez, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui bien avant qu'il ne rentre en Algérie, qu'il ne s'engage à faire de la politique en Algérie. Quand déjà en France, il a essayé de se présenter à 2 reprises pour les élections présidentielles et qu'à 2 reprises, malheureusement, il n'a même pas dépassé le premier stade, celui de recueillir les 500 signatures. Bien entendu, pourquoi? On le sait pourquoi. On ne va pas signer pour quelqu'un qui ne fait pas partie du clan, du lobby, du sérail. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc voilà, je l'ai connu à ce moment-là. J'avais eu l'occasion de discuter avec lui. Donc quand il est rentré en Algérie, bien entendu, il a eu un rôle positif, surtout au début. Donc un rôle positif dans le cas où il a laissé tomber sa nationalité française, bien qu'il soit né français. C'est pas une nationalité qu'il a acquise par une demande ou autre. Et il est rentré en Algérie pour s'investir dans la politique en Algérie. Après ses déclarations, toutes ses positions, lui-même, il ne peut pas être d'accord avec tout ce qu'il a fait à 100%. Évidemment, bien sûr. Bien entendu. Mais c'est le symbole, je dirais, entre autres, puisque lui, et parce qu'il est connu, de cette injustice, de cette, je dirais, hogra, de cette hogra qui règne en Algérie, de prendre un homme comme ça fait déjà 1 an. Voire même un peu plus qu'1 an maintenant, en prison, jeté en prison, sans, je dirais, les conditions, je ne parle même pas des conditions d'emprisonnement, sans qu'il n'ait un agenda, qu'est-ce qu'on va faire de lui, qu'il passe devant la justice, pour quelle raison il a été emprisonné, etc. Donc ça, c'est le symbole de la hawa. Conditions de prison, je rappelle qu'il y a quelques semaines, il avait alerté l'opinion publique sur les conditions désastreuses de l'incarcération, pas de lui-même, mais de tous les prisonniers, au point où il a écrit au ministre de la Justice pour lui dire « Je mets ma fortune personnelle à votre disposition pour assurer aux prisonniers une alimentation digne d'un être humain et non pas d'un chien ». Et hacha les chiens, parce que les chiens mangent mieux que les détenus en prison. Absolument. Donc là, encore une fois, si Jamaldine, nous, les Algériens, nous avons une expression qui est connue de tous, que ce soit du fellah, paysan, travailleur ou de l'intellectuel, on dit système. On dit système. Et cette expression-là, elle a tout son poids, quand on la pèse, quand on l'analyse, quand on décortique de quoi il en revient quand on dit système. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est une véritable machine, voilà. Une machinerie effroyable, qui peut broyer le plus fort. Le plus fort de tous peut le broyer totalement. Et que dire d'un simple citoyen comme Rachid Nekez qui n'a pas de lien, qui n'a pas de, je dirais, de réseau, etc. Donc, mais il est très aimé par la jeunesse algérienne. Bien entendu qu'il est aimé parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément d'efforts pour apprendre la langue du peuple, pour apprendre les réactions du peuple, réagir comme lui. Il voyait en lui quelqu'un avec son accent de son douar, de sa région. Ils aiment bien Mail Abache. Donc c'est ce qui est. C'est pour cette raison que Rachid Nekez est aimé et je pense qu'il sera encore plus aimé. Et je ne peux que lui souhaiter, Inch'Allah, s'il est malade, un bon, entier et prompt rétablissement et qu'on tient responsable les gens au pouvoir si jamais un malheur lui arrive. Le Aïssa Rahmoun sur Rachid Nekez. Rachid Nekez, écoutez, j'ai eu à lui rendre visite à la maison d'arrêt de Kouléar 6 fois. Je vous fais un témoignage. Un témoignage et je rapporte fidèlement ces propos. Vous savez, à chaque fois que quand on rend visite à Rachid Nekez, c'est quelqu'un qui commence à s'inquiéter sur les autres détenus, non par non, personne par personne, mais jamais sur sa personne. C'est quelqu'un qui disait que moi, mon affaire, elle est politique, je vais la gérer politiquement. Occupez-vous des autres détenus qui sont réellement, pour la plupart des cas sociaux, des enfants venus de la couche sociale la plus démunie en Algérie.
Et c'est quelqu'un qui nous disait, vous les avocats, organisez-vous en grand collectif, vous pouvez être la force du changement dans ce pays. Ça, c'est un témoignage. Rachid Nekaz me rappelle subitement le cas Mohamed Tamalt et le cas Kamal Khar. Oui. Il faut tenir responsable le régime algérien en cas de mauvaises nouvelles sur l'état de santé de Rachid Nekaz. Je rappelle que les deux détenus que vous venez de citer, Kamal Khar et Mohamed Tamalt, sont morts en prison, assassinés par le régime algérien. Le premier responsable, c'est le régime algérien. Il n'y a pas d'autre responsable. Quand on sait que nos prisons, nos centres de détention, nos maisons d'arrêt, c'est des Guantanamo. C'est des prisons qui ne répondent à aucune norme internationale. D'ailleurs, pour preuve, la meilleure preuve, aucune mission, aucune demande d'Amnesty International pour visiter les maisons d'arrêt algériennes n'a été acceptée. Aucune mission de l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT, n'a été acceptée. Aucune mission du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme n'a été acceptée. Aucune demande de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme n'a pas été acceptée pour visiter, rendre visite officiellement et voir les conditions d'incarcération des détenus. Ça, c'est un élément très important. Et là, je dénonce le barreau national des avocats qui n'ont jamais formulé aucune demande pour visiter les centres de détention, les maisons d'arrêt, pour voir et s'acquérir de la situation de ces citoyens algériens, même si en cas de détention, doivent bénéficier de larges droits, c'est des droits élémentaires. Est-ce que le diagnostic de Nekaz a été fait avant ou après son bannissement vers la prison d'Al-Rawat? Effectivement, j'ai suivi sur les... je crois voir 2-3 publications de mes confrères qui disaient que, et là c'est entre parenthèses, reste à vérifier parce que je n'ai pas l'information réelle, que le bilan sanguin a été manipulé par l'administration de la maison d'arrêt de Koléa, d'où la nécessité de le transférer à Al-Biya. Mais ce transfert, soyons sérieux, les plus grandes cliniques, les hôpitaux les plus importants se situent au nord. Dès lors, quelle est cette logique délibérée, quelle est cette décision délibérée d'éloigner encore une fois un cas de maladie grave qui est un cancer loin des centres spécialisés, loin des hôpitaux spécialisés? C'est pour entrer dans la logique Mohamed Tamalt et Kamal Khar. Barakallahu fik. Voilà. Alors, restez avec nous. Azdin Toumi sur Rachid Nekaz. Rabbi yadhkur ala khair, Rabbi yitlaq srahu wa yashfih. D'abord, on profite de cette occasion pour lui souhaiter un bon rétablissement. Et puis, on souhaite sa libération ainsi que tous les autres retenus. On souhaite aussi un bon rétablissement pour Ben Naoum aussi, qui est malade et qui est encore en prison. Vous savez, cher Jamal, aujourd'hui, nous sommes devant un pouvoir pervers. Et sa perversion, elle n'a pas de limite. Il ne se pose aucune limite. C'est un pouvoir dépourvu de sentiments. Dès lors avant même que la justice rende son verdict, déjà, dès lors que le système, le pouvoir vous condamne, et c'est le cas de Dararni aussi, auquel aussi on souhaite la libération bientôt. Donc, ce pouvoir qui ne recule devant rien, aujourd'hui, il utilise cet appareil judiciaire pour punir, pour faire taire, pour mettre de la pression, pour faire peur aux activistes et à toutes les voix qui s'élèvent contre lui. Et c'est vrai que certains militants qui sont en train, chacun sait quoi, il est coupable de quoi, entre guillemets, dans les yeux du pouvoir, celui qui est aimé par le peuple, celui qui a la crédibilité, celui qui est indépendant comme journaliste, comme activiste et autres. Donc aujourd'hui, il faut dénoncer cette machine qui est en train de broyer les droits de l'homme. Non seulement c'est des dépassements, il broie les droits de l'homme en bafouant
non seulement la loi algérienne, mais aussi tous ces textes qu'avait ratifié l'Algérie depuis des décennies déjà. Mais des fois, on sent que ce pouvoir, ils ne rendent compte à personne. Pourquoi? Parce que même ça, ces relais à l'étranger, quand il s'agit des droits de l'homme, regardez par exemple, on prend les administrations, on prend par exemple que ce soit la France ou d'autres pays, mais officiellement, quand il s'agit des libertés, quand il s'agit des droits de l'homme en Algérie, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de vrai débat, hormis les débats qui sont dans le Parlement européen. Donc, la question, elle se pose. Aujourd'hui, il faut que tous ces dépassements cessent. D'abord, Rachid Nkes, pourquoi il n'est pas encore jugé jusqu'à aujourd'hui? Et puis, vous savez, la perversion de ce pouvoir, cher ami Djamel, même dans les accusations, quand un militant politique qui est sincère, qui s'est engagé aux côtés du peuple, qui a pendant des décennies milite pour l'Algérie, pour les droits de l'homme, pour la démocratie, quand on lui colle sur le dos des accusations comme atteinte à l'unité nationale, comme atteinte à la sécurité nationale, etc., c'est au-delà de la violence, parce que ce pouvoir, l'un de ses piliers, justement, c'est la violence sous toutes ses formes. Il n'y a pas que la violence physique. Au-delà des conditions de détention affreuses et désastreuses, mais même, et souvenons-nous, le défunt Amir Khadr Bourgade, Allah yarhamou, et ils l'ont accusé d'être un imposteur. Ils ont accusé Mohamed El-Hajj Bourgha, Rabbi yarhamou, Al-Khadr Bourgha, d'avoir déserté l'armée française, d'être dans l'armée française, de ne pas avoir fait le maquis. Il y a même une présidente de parti que je ne nommerai pas qui avait dit quoi, vous osez le comparer, le Gaïd Saleh, el Moujed, etc. C'est pour vous dire l'hallucinante situation dans laquelle il se trouve. Mais restez avec nous, Zintoumi. Nous allons revenir dans un moment à cette histoire d'indépendance de la justice et de Club des 1000 pour en parler un peu plus profondément. Mais avant, nous allons aller vers la déclaration de M. Lazhari. Vous savez, il a dit quelque chose d'absolument incroyable. Vous allez l'écouter. Il a dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion dans les prisons algériennes. Je n'ai jamais vu un chef d'inculpation pour délit d'opinion. Oui. C'est du sophisme, mais alors tiré par les deux bouts. Tout à fait. C'est incroyable. Oui. C'est comme si les juges pouvaient Oui. prendre quelqu'un en train d'exprimer une opinion politique Voilà. et lui disent On « Ah, veut je juste vais vous inculper pour délit d'opinion. Oui. » Vous imaginez un Non, peu? c'est de la folie. Par exemple, ou alors Belhamer qui dit « Il n'y a pas de journalistes en prison en Algérie pour exercice du journalisme. » Oui. C'est comme si Khaled Dararni, le juge va l'inculper pour le chef d'inculpation, il dit exercice du journalisme. Voilà. Hein, il ne lui dit pas attroupement, Oui, oui, je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis. Oui. Alors nous allons écouter ce monsieur. C'est un morceau d'anthologie dans son genre. Je vous demande de l'écouter attentivement. Oui. Nous allons en parler avant de revenir à cette histoire d'indépendance de la justice. Monsieur Lazhari. طبقا للدستور وطبقا لقانوننا لا توجد جريمه اسمها جريمه الراي. ما كانش في جريمه راجعوا قانون العقوبات ما تلقاش حاجه اسمها جريمه الراي. هذه الكلمه هي من صنع بعض الصحافه وبعض الناشطين بين قوسين اللي لا لهم اغراض هم يمارسوا في السياسه على كل حال نفهمهم هم يمارسوا في السياسه. لي زوانجي كذا الى اخره. معليش هما يستخدموا هذه حنا بس نصحح فقط نقول لهم باللي راهو من ناحيه لازم نرجع للقانون تاعنا. قانون العقوبات لا يتكلم لا يمكن ان نعاقب شخص على رايه. هذا من حقه أن يعبر عن رأيه بطريقة طبعا طبقا للقيود اللي كنا نتكلموا عليها. أنت لما دير لي غدوة خطاب كراهية، خطاب موجه ضد منطقة معينة ولا ضد فئة معينة من المواطنين ولا ضد فئات هشة من المجتمع ومنهم تقول لي حرية التعبير، هذا يمس بأساسيات حرية التعبير. هذه هي باش نتفاهموا على الأمور. لهذا فبالنسبة لنا لا يوجد أشخاص في السجون الجزائرية بتهمة الرأي.
لما هذه انت باش تعرف شخص علاه متابعه وعلاه في السجن يجب ان تذهب الملف ونشوفوا ما هي التهم الموجهه اليه. وانا كمجلس حقوق الانسان نطلب من هذه المنظمات نتاع المجتمع المدني والله من المدافعين على حقوق الانسان والله حتى من المنظمات الدوليه نتاع حقوق الانسان، نطلب منها اذا كانت عندهم امثله نتاع اشخاص اللي راهم في السجن على جال طريقهم يتقدموا منا ويقدموا لنا هذه الشكاوي. نحن سوف نتدخل هذه السلطات المعنيه لان القانون يعطينا هذا الاختصاص. احنا نسال وزاره العدل المعتمده نقول له وش هذا، كيف هذا الشخص هذا دخلتوا على هما وانا نقول لك يعني راهو سبق لنا باش بعض الاشخاص اللي اثارت الصحافه اسماءهم وقال لك وحريه الراي وحريه كذا، احنا بعثنا وتواصلنا مع وزاره العدل قال لك هذو راهم اشخاص متابعين بالجرائم مثلا اللي منصوص عليها خصوصا في الماده 79 من قانون العقوبات ومواد اخرى نتاع التجمهر الغير مرخص به، نتاع المس بسلامه السلامه في المجتمع بالنظام العام الى اخره، في جرائم محدده. دركم ما همش متفقين مع هذه الجرائم من حقهم يستخدموا الوسائل، يستخدم الدفاع، يدير محامي، لكن ما عجبتلوش الحكم تاع المحكمه يذهب الى المجلس يستنفذ ما يسمى بطرق الطعن الداخليه. وحنا هنا كمجلس راحنا مستعدين لاستقبال شكاوى كل هذه الاشخاص اللي يقولوا بين قوسين احنا سجناء راي، فهمتني؟ اللي هي كما كنت نشرح ما كانش في القانون حاجه اسمها من هذا النوع. واش خمسي نور الدين نضحكوا خيره نضحكوا ولا نخبطوا راسنا للحيط ولا راحوا نطبطبوا على الباب تاع جوانفيل؟ والله aucune des trois. J'allais dire, ça prêterait à rire si ce n'était dramatique. Absolument. Et c'est incroyable. Si je dirais. C'est une farce. Oui, c'est une farce. Ouais. Ce gars-là, ce monsieur, est en train de raconter les blagues, je dirais, les plus. Alors, Samahni Senordin, il vous dit il n'y a pas de jarima, de crime, délit d'opinion. Mais on le sait. Et il vous dit. Rajo, ça veut dire allez réviser, vous espèce d'ignorants qui ne connaissez pas. Il n'y a pas de... et il dit, et puis il y a des gens, ils vont s'attaquer à l'unité nationale, c'est normal, on ne va pas leur mettre des opinions. Or, ceux qui ont, par exemple, dit Medaniya Machi Askaria, ça veut dire je ne veux pas que le général désigne le président, je veux une démocratie. C'est un délit d'opinion. Absolument. Mais on ne va pas lui mettre délit d'opinion, on va lui mettre ce qu'il dit, lui. Il y a pire, si Jamaldine, il y a pire que ça. On a emprisonné des peintres, oui. Des artistes. Absolument, des artistes. Parce qu'il a peint seulement des tableaux qui ne plaisent pas, voilà. Des tableaux significatifs. On a emprisonné des poètes, des jeunes poètes. Oui, Tajdeit, c'est un jeune de 20 ans, 19 ans, je pense, seulement parce qu'il a ce don, il a une inspiration poétique, et il fait des poèmes qui ne plaisent pas au pouvoir. Quoi d'autre? Il a emprisonné des journalistes, il a emprisonné des gens, des Facebookers, des chanteurs, des gens qui criaient leur joie, tout simplement dans la rue pour dire enfin absolument. Nous sommes redevenus un peuple digne. Donc cette histoire-là, on le sait depuis toujours, c'est Jamaldine. Des hommes comme lui, comme ceux qui l'ont précédé au poste où il se trouve maintenant, ils ont toujours été là. On a, Serah Mouni avec nous, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, LADDH. Ils ont créé, le pouvoir a créé ce conseil-là des droits de l'homme pour concurrencer, cacher, effacer. C'est des clones qui créent comme les syndicats libres, comme pour les partis libres. Pour parasiter tout simplement l'action d'une ligue au sens propre et au sens digne du mot qui défend les droits de l'homme. Mais c'est Nordin, à la limite, moi j'entends bien ce que vous dites, mais à la limite, pourquoi il n'y aurait même pas des gens un peu intelligents, un peu fins, à ce point? Il n'y a pas de chef d'inculpation qui s'appelle délit d'opinion dans le droit pénal? Est-ce que vous avez entendu parler d'un pays au monde, ou d'un code pénal au monde, où existe le chef d'inculpation délit d'opinion? Ça n'existe pas. Tu sais, si Jamaldine,
je ris vraiment. Quand tu dis il ramène quelqu'un d'intelligent, là, je Il y a ne de peux quoi que rire. rigoler. Voilà, là, je ne peux que rire. Il y a un grand savant, Abu Hanifa. Abu Hanifa, c'est un rhéteur, c'est un négociateur, c'est quelqu'un polémiste, mais fort. Il a un adage qui dit, je n'ai jamais conversé ou dialogué avec un ignorant et il ne m'a pas mis en échec. Et je n'ai jamais négocié avec un savant sans le mettre en échec. Ah, oui. Il dit ما ناقشت جاهلا ignorant إلا وغلبني وما جادلت عالما إلا وغلبته. Voilà, donc il faut des gens comme ça. شكون يقدر له؟ C'est vrai, devant un tel culot, quoi répondre? Tu es désarmé, tu es totalement désarmé. Tu ne sais pas par où commencer, ni où aboutir. C'est ce que fait le régime, vous avez remarqué. Bien sûr. Ce qu'il choisit. On va s'en rappeler quelques-uns. Parti à Falaise, ils ont mis Ould Abbas. Oui. C'est le même genre. Absolument. Dans l'argent, les plus grosses fortunes, ils ont mis Ali Haddad. Oui. Quoi d'autre? Aidez-moi. Écoute, le chef à la tête du Sénat. À la tête du Sénat, ils ont mis l'autre. Oui, comment il s'appelle? Ils ont mis Saïdan, ils ont mis Tliba, ils ont mis l'autre du Conseil constitutionnel, le gars qui a mis Bouteflika pour empêcher des institutions. Oui, tout à fait. Mais ils ne choisissent que les plus crétins. Ils ont mis Sellal. Oui, tout à fait. Ils ont mis Ammar Ghoul. Oui, tout à fait. C'est incroyable, ils les choisissent. C'est voulu, tu sais. Parce qu'ils mettraient le bouge, parce qu'ils sont imbattables. On a parlé plusieurs fois, voilà, ça fait partie de la stratégie. Ça fait partie de la stratégie. Quand tu vois, Wallah tibki dam, Wallah tibki dam, le chef le Sénat, تشوفوا يقرا regarde. Oui, j'ai vu. On la voit. Il ne sait pas lire. On la voit, elle est faite sur YouTube. Juste, il faut y aller. Il a le souffleur à côté de lui. Oui. Celui qui le souffle. Oui. On le voit, la caméra le voit. Oui. Il ne se cache même pas. Lui, ses feuilles, elles sont stabilotées. On les voit. Oui. Stabilotées, écrites en grand. Ça veut dire dans une feuille, il y a 2 mots. Il y a 3 mots, pas plus. Ouais. Une phrase. Oui. Il n'est même Pas capable de... Je vais employer ce mot fichu. Il n'est même pas, je ne dirais pas capable. Oui. Parce que déjà, parler capable, c'est déjà, on est dans la capacité. Parce que c'est un gars sans aucune capacité. Il n'est même pas en mesure de lire une phrase entièrement. Il n'est même pas, quand il ne la lit pas, il n'est même pas capable de s'en rendre compte que dans sa phrase, il y a quelque chose qui manque. Soit le complément, soit le verbe. Et donc, il faudrait terminer cette phrase. Il passe comme ça pendant 2-3 minutes. Wallah, tibki dam. C'est vrai. Wallah, il-azim. Ghair tibki dam, quand je l'ai vu ça, moi, je ne peux pas. Quand je vois ça, wallah, j'ai envie de pleurer. Il y a de quoi. Kifash Yad dans l'arrivée, là, à la fin de 2020. Wallah, c'est triste. Oui. Mais pourtant, il est là. Il nous nargue. Oui. Il nous narguait pendant les élections du 1-11. Oui. Il dit الوطن وراح يخرج من الآخر وكذا وهذا هو اللي يسلكنا وهذا, c'est lui, il répétait ça. Mais comment peut-il oser ces Nordin, ces gens, par exemple, accepter une telle charge, défendre les droits de l'homme dans un pays où les droits de l'homme sont ultra bafoués? Il accepte cette charge juste pour de l'argent, quelques petits privilèges. Il n'y a pas que ça. Mais c'est honteux, ça va rester dans l'histoire. Comment il va faire face à ses enfants, à son épouse, face à son miroir? C'est ça que je me pose. Moi, c'est son épouse, ses enfants. Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'enfermer chez eux? Tu nous portes la honte. Oh mon père, toi, à ton âge, comme ça, tu nous portes la honte. Riyah, ils vont rire de toi. Ils vont pleurer, c'est vrai. Aujourd'hui, on pleure, mais demain, ils vont rire. Mais ils sont beaucoup comme ça dans ce cas. C'est pour ça qu'ils se donnent courage les uns les autres. Mais ça fait partie. Dans le régime, il n'y a que des gens comme ça. Ça fait partie du système aussi. Ça fait partie du système. Vous connaissez quelqu'un qui échappe à la règle? Ça ne peut pas être. C'est antinomique. Non. Parce que quelqu'un qui ne soit pas comme ça, il n'accepterait pas. Absolument. Il dirait, mais qu'est-ce que vous me faites faire là? Moi, je suis un homme digne, j'ai de l'honneur. Absolument. Donc, ils sont tous comme ça. Absolument. Issa Rahmoun, sur ce monsieur qui nous dit, il n'y a pas de gens en prison pour délit d'opinion, ça n'existe pas.
moi, président du truc de l'homme, je n'ai jamais vu un délit d'opinion dans les prisons algériennes. Tout d'abord, il faut remettre les choses à leur place. Oui. Le dernier congrès de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est la multinationale des droits de la personne humaine, avait adopté une résolution qui dit que dorénavant, c'est les droits de la personne humaine. Alors, ce monsieur, il est en déphasage par rapport aux standards internationaux. Primo. Secondo, je vous raconte une anecdote. À l'occasion d'une mission où on a rencontré des groupes de travail au niveau du Palais des Nations à Genève, plusieurs groupes de travail et rapporteurs spéciaux, des amis libanais, d'ailleurs que je salue, je pense qu'ils suivent très bien les émissions d'Aoras TV. Je sais qu'ils sont câblés sur les émissions d'Aoras TV. Et mes amis libanais, égyptiens, marocains, tunisiens qui sont aux Nations Unies, qui m'ont dit, mais bon, vous, la Ligue, vous en faites un peu trop. Ce monsieur, qui est à la tête du Conseil des droits de l'homme, installé par l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, a promis que la question des droits de la personne humaine va être très assouplie, etc., etc. Moi, je le réponds à partir de من هذا المنبر كما قلت لهم في Genève. Vous vous êtes trompé de personne, vous vous êtes trompé de régime. Et aujourd'hui, ce monsieur vient de confirmer. Je dirais qu'il me rappelle subitement Farouk Santini. Il me rappelle terriblement. Oui, effectivement. Terriblement, Warbi Yarhamou. Arzak Bara. Arzak, exactement. Vous me l'arrachez de la bouche. Rabbi yarhamou ala kulli hal, mais c'est photocopie, copier-coller. Copier-coller. Rabbi Smahlo. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ça nous vrai. rappelle subitement. Vous voyez comment que le régime est dans une continuité. Vous savez, dans des pays qui se respectent, Nelson Mandela, à l'occasion, quand il est sorti de prison, dans un processus de transformation démocratique et de réconciliation nationale, avait consacré au ministère de l'Intérieur en Afrique du Sud. C'est intitulé le ministère de la Sécurité nationale et des libertés. Le ministère de l'Intérieur, dans un pays qui se veut se transformer, voir cette mutation d'un État autoritaire non démocratique vers un État souple, démocratique qui respecte les droits, ce genre de commission ne doit pas exister. Le rôle des droits de la personne humaine, il est du ressort de la société civile, il est du ressort des barreaux, des ordres des avocats, il est du ressort des médecins, il est du ressort des magistrats, il est du ressort des associations de quartier. Mais on n'installe pas une commission étatique pour gérer les droits de la personne humaine, comme disait Alihya Abdnour Belkhair. Oui. Que les droits de l'homme, c'est la femme et l'homme en face, debout en face du régime. Tous les régimes du monde sont autoritaires. Puis je reviens sur la question, permettez-moi, si Jamal, de délit d'opinion. Oui. Effectivement, aucun code pénal au monde ne consacre un chapitre, article, de violation des délits d'opinion. Par contre, notre régime vicieux, machiavélique, corrompu, autoritaire qu'il est, dans ses parades juridico-politiques, cette formidable manière de télescoper le juridique et le politique consacre beaucoup de chapitres au délit d'opinion. Tajamhar, c'est quoi réellement, dans un aspect, dans la philosophie du droit? Oui. C'est quoi Al-Masaj? Tajamhar, l'attroupement. Non, philosophiquement, c'est quoi Al-Masaj? Al-Maslaha al-Wataniya. Oui. En tant que hiérarchiste, en tant que militant de droits de la personne humaine, d'opposants politiques, vous êtes dans la mauvaise foi. Vous êtes dans la mauvaise voie. La mauvaise foi et la mauvaise voie. Ya Jama'at al-Khair, je suis un opposant. عندي موقف. Pourquoi تديني الحبس يرحم باباك
من بعد يديروا لك المساس بالوحده الوطنيه بالامن الوطني اكسترا اكسترا. Le code pénal qui était la base du code pénal, c'était le régime Taboumdien, revu, revisité, codifié à n'importe quel moment de l'histoire révolutionnaire du peuple algérien. Parce que réellement, le peuple algérien, il est dans un processus révolutionnaire historique depuis la révolution pour l'indépendance territoriale du pays. Il continue sa deuxième révolution pour la libération de l'humain, des collectivités en général. Quand on dit collectivité, sociétale, économique, politique, dans tous ces aspects, religieux, etc. Vous savez, il existe un article de loi dans le code pénal algérien, les codes al-Massas. Est-ce qu'on a perdu Issa Rahmoun? Nous allons essayer de le retrouver, de le joindre de nouveau. Asdin Toumi, comme le disait Issa Rahmoun, alors des gens qui disent Doula Madaniya Machi Askaria, on les met en prison pour atteinte à l'honneur de l'armée, atteinte au moral de l'armée. Des gens qui disent Sha'b Khawa Khawa, ils vous disent atteinte à l'unité nationale. Khawa Khawa, c'est une atteinte à l'unité nationale. Et ils se servent comme ils veulent de leur droit pénal pour mettre les gens en prison. Pourquoi? Parce que les gens sont en train d'exprimer une opinion politique. Donc, ils les ont mis en prison pour délit d'opinion. Et monsieur le président du machin des droits de l'homme du régime vous dit il n'y a pas de délit d'opinion dans les prisons algériennes. De la même manière que monsieur Belhamer, le ministre des journalistes marrons et de la publicité, vous dit il n'y a pas de journalistes en prison pour s'être exprimé de façon journalistique. Ça n'existe pas, ça. Ceux qui sont en prison, c'est des voyous. Vous, l'homme politique qui est activé dans un parti politique, comment faire pour réagir à ce genre, non seulement d'absurdité, d'outrance, mais d'extrême violation des droits de l'homme les plus, j'allais dire, les plus profonds, les plus naturels, les plus sincères qui puissent être. Et le comble du comble, c'est que des gens qui se prétendent défenseurs des droits de l'homme viennent vous dire non, 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 c'est le régime, c'est la mafiocratie qui a raison. Vous êtes dans le tort, vous n'avez pas à revendiquer la liberté, vous n'avez pas à revendiquer la démocratie, vous n'avez pas, sinon vous êtes un criminel. D'abord, cette personne, le Zahari, qui s'est mise au service du pouvoir depuis des années, je l'avais dit tout à l'heure, je vais le rappeler, il était désigné au tiers présidentiel par Bouteflika, et puis il était dans pas mal de commissions désignées par Bouteflika, donc il était au cœur de ce régime, et normalement, normalement, après le Hirak, il n'a plus de parole. Et puis revenons à ce discours, à cette médiocrité dans la prestation. On sent que les uns et les autres n'ont pas la maîtrise, ne serait-ce que de leur sujet. Vous savez, c'est à l'image de ce régime qui excelle dans la médiocrité quand on voit le discours des uns et entre guillemets certains ministres et autres. Et cela, c'est le résultat d'une stratégie ou d'une nature de pouvoir. Vous savez, cher Jamal, la composition humaine du pouvoir, elle ne répond pas à la compétence, loin de là. Elle répond beaucoup plus à la logique de groupe d'intérêt, de clan familial, de région, voire même des fois d'Arochia, etc. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui devant ces images disons, de médiocrité extrême. Et puis pour que l'Algérie sorte de ce marasme, il faut que le peuple reste mobilisé, cher Jamel. La solution, elle est là. Il faut rester fidèle à notre révolution, rester fidèle au Hirak, rester fidèle aux revendications. Et justement, Asdin Toumi, ce que vous êtes en train de dire va être le sujet de notre dernier tour de micro, où nous allons parler de ces qualités que vous invoquez, que vous recommandez. Comment faire
ce Hirak uni, fondé sur des aspirations dignes. Comment faire pour venir en aide à cette justice qui essaie de se libérer? Comment être à ses côtés, aux côtés de ces juges dignes qui sont en train de se battre? Alors, ça va être le dernier donc, tour de micro, mais je veux dire à ces magistrats qu'Oures TV leur est ouvert. Les ondes d'Oures TV sont ouvertes à ces magistrats libres et dignes qui se battent. Marhaba bihem, dans nos émissions Bal-Arabia, Bal-Faransawiya, Bal-Tamazirt, pour qu'ils puissent se battre et être entendus de tous les Algériens. ونذكروهم الحمد لله باللي هذه القناة يتبعوها الجزائريين كامل وكيجيو عندنا وينطقوا ويعبروا عن رأيهم ويبكيوا الخوتم يقدروا يهزوا شعب كامل. نور الدين أوسط, donc ce dernier tour de micro sur comment faire pour nous mettre aux côtés de ces magistrats libres et dignes qui se battent, pour les aider, parce que tout le monde sait que si la justice arrive à arracher son indépendance, c'en est fini de ce régime. C'est terminé, il est mort. Ouais, je voudrais juste une petite parenthèse, Oui. c'est la libération d'aujourd'hui, Oui. la justice au chevet du climat. Hein, la justice au chevet du climat, c'est une affaire qui va s'ouvrir la semaine prochaine. C'est 4 associations, donc Greenpeace France, Oxfam International, celle de Nicolas Hulot, qui portent plainte contre l'État. Pourquoi? Contre l'État français, parce qu'il a laissé faire, voilà, il a laissé faire pour inaction. Pour inaction. Et la justice répond. Et la justice a pris, oui. Elle a pris le dossier, elle va le traiter. Le dossier va être plaidé la semaine prochaine. Ces 4 associations, elles attaquent l'État français et ça va faire une jurisprudence internationale pour inaction. Et que dire action? Oui. Tuer, emprisonner, broyer des vies, etc., délapider, voler, tuer, gaspiller. Inch'Allah, ça viendra. Ça viendra, cette justice-là. Avec des hommes comme le Club des 1000. Inch'Allah, ça viendra avec eux. Des hommes et des femmes, je corrige. Des hommes et des femmes, bien entendu. Quand on dit homme avec grand H, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Donc je dirais que je ne pourrais pas dire qui doit venir avant l'autre, mais le sujet de la liberté et l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif, ça, s'il n'y a pas cela, on n'ira pas loin. C'est le première brique, c'est le premier palier d'un État de droit, d'un État démocratique. C'est bien que la justice soit totalement indépendante, qu'elle rende justice à tous, en horizontal ou en vertical, comme ça a été dit tout à l'heure. Et le peuple, Inch'Allah, qu'il ne se laisse pas distraire par toute forme de diversion que le pouvoir est en train de jeter dans la société et de garder le cap sur les revendications du Hirak, un changement de ce système, un changement de ce régime, un changement radical, j'entends. Aïssa Rahmoun que nous avons retrouvé. Aïssa Rahmoun, nous étions en train de dire pendant que nous avions perdu que si la justice arrive à arracher son indépendance, ce système est naturellement fini, du jour au lendemain. Sans l'appui d'une justice pourrie, corrompue aux ordres, ce régime ne pourrait pas tenir 24 heures. Puisque la justice rendrait justice aux citoyens qui contestent un régime mafiocrate, donc ce serait sa fin. Sur ce point, le dernier tour de micro, Aïssa Rahmoun. D'accord, vous m'avez perdu pour, je pense, 3 minutes. J'en profite pour prendre mes prolongations. Voilà. Écoutez, si la justice et les magistrats arrivent à se réapproprier leur qualité, leur serment, c'est très important, leur serment, ça va être une victoire pour la nation. Mais si la justice aussi n'arrive pas à recouvrir ses droits, que les magistrats n'arrivent pas à recouvrir leur qualité de magistrats indépendants, ça va être aussi une victoire pour la nation. Pourquoi? Dans les 2 cas de figure, le peuple va se soulever. Que les magistrats comprennent en fin de compte qu'ils sont là au service du peuple, qu'avec les contribuables du peuple,
Vous savez, les deux professions détestées par les Algériens, c'est magistrat et député. En Les effet. deux professions détestées par les Algériens, honnies par les Algériens, ternies par les Algériens, diabolisées par les Algériens, c'est député et magistrat. dès lors واش تكون كي تجي عند على بالك واحد يكون قاضي يجي في الدوار تاعو il peut même pas rendre service à son petit voisin, son petit cousin d'à côté. Il peut même pas se regarder dans une glace et dire voilà, ana rajul wa ana mra. J'ai un serment. Le serment, il est très important. Ce que je voulais dire en fin de compte, je voulais rendre un hommage à deux personnes particulières, si vous permettez. Si Oui, oui, je vous en prie. Saad El-Din Marzouk. Oui. Sans complaisance, il a démontré ce qu'il est. Cette hargne d'être lui-même un magistrat qui a été éduqué, qui a évolué dans une famille modeste, dans une famille révolutionnaire, dans une famille où le père s'est battu pour voir ses enfants devenir magistrats, lui et son frère. Et Saïd Khalid, maître Khalid Saïd, qui a écopé d'une peine très grave. D'ailleurs, elle était annulée à l'occasion d'une commission de recours nationale. Je suis porté sur l'international, je ne sais pas pourquoi, mais d'une commission de recours nationale où ils ont annulé sa décision de radiation du corps des avocats avec effet immédiat. Un jeune avocat qui a 4 ans de carrière, qui se voit coupé en 1000 morceaux par un conseil qui se dit l'avant-garde de la révolution des avocats en Algérie. Je reprends ce que Maître Moukarnet Larbi nous avait dit à l'occasion de son procès, que nous avons de brillants avocats, nous n'avons pas de barreau. Et puis, la réglementation, la législation a fait de nos bâtonniers des tsars, des empereurs, des rois, qui te poursuivent, qui t'instruisent, qui te renvoient, qui te jugent, qui exécutent ton jugement. Il faut être correct, il faut un minimum de sérieux, que l'élite algérienne se prenne en charge. Et je lance un appel. C'est un appel. La révolution du sourire, notre révolution, parce que je ne suis pas d'accord. On a des objectifs. La révolution du peuple algérien, le Hirak institutionnalisé, le Hirak n'a pas de demande, n'a pas de revendication, on a des objectifs. Nos objectifs, c'est la construction d'un État de droit, d'un État démocratique où tout le monde va vivre ensemble. Merci. Avec nos différences. Et je lance un appel pour la reprise du Hirak. Avec, en prenant soin des mesures sanitaires, en prenant soin de la distanciation. Le peuple algérien, en été, en hiver, en automne, au printemps, avait démontré qu'on s'est réellement accommodé à toutes les saisons. On a démontré qu'on pouvait s'adapter à toutes les situations naturelles. Naturellement, on est révolutionnaire. On est des Algériens. Merci. Et vive l'indépendance. Merci Aïssa Rahmoun. Azdine Toumi, le mot de la fin vous revient en moins de 3 minutes, si vous le pouvez. Merci. Moi, je pense que le peuple algérien est au cœur de cette révolution du Hirak, au-delà d'une élite intellectuelle, de la presse, etc., qui doivent jouer leur rôle aussi, mais le rôle central, il appartient au peuple algérien et sa détermination, elle reste importante. Et même le pouvoir lui-même sait combien cette détermination elle est encore présente partout à travers le pays. Et le signe le plus important, c'est le boycott du référendum sur la Constitution. Et puis, moi, je pense que le pouvoir il est en train d'avoir son but, qu'il est en train de gagner du temps, mais au contraire, il est en train de perdre son temps et malheureusement de faire perdre du temps précieux aux Algériens et à l'Algérie. Ils ont arrêté
En 2019, Karim Tabou, ils ont arrêté Fodil Boumala, ils ont arrêté le Khbar Bourga, ils ont arrêté Flan ou Flan, mais le Hirak avait continué. Aujourd'hui, ils sont en train d'intimider des juges, ils sont en train d'intimider des activistes et autres, mais le chemin et la marche du peuple algérien vers le vrai changement est une réalité historique. Personne ne pourra l'arrêter. Merci Azdin Toumi, merci Aïssa Rahmoun, merci Nordin Aoussat. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je veux dire seulement qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit, dans l'esprit de tous les gens, un tant soit peu sensé, que ce régime va bientôt s'en aller par les égouts. Haïchakou. Il va s'en aller par les égouts. Il a raté la possibilité de sortir par la grande porte en restituant le pouvoir aux Algériens, en restituant la légitimité au seul peuple souverain. Il a raté. Parce que, mais il ne peut pas, ce n'est pas dans sa nature que de reconnaître la justice, la vérité, la droiture. Il est dans une interface différente qui est faite d'ignominie, qui est faite de crapulerie, de canaillerie, de perversité. Mais dans quelques années, au maximum, l'histoire d'Algérie va s'écrire. Et elle va, l'Algérie nouvelle, la véritable Algérie nouvelle, pas celle de Tebboune. Et à ce moment-là, les Algériens reconnaîtront les siens, les leurs. L'Algérie reconnaîtra les siens et les Algériens reconnaîtront les leurs. Ces avocats qui se battent, ces juges qui se battent à contre-courant, et Dieu sait combien c'est difficile, mais pas seulement. Cette jeunesse enthousiaste qui aspire au meilleur, malgré tout ce qu'elle endure, malgré les traumatismes dans lesquels elle végète malheureusement au point où la plupart de nos jeunes ne cherchent qu'à quitter ce pays, quitte à se jeter à la mer, quitte à ne jamais arriver sur l'autre rive. Je suis en train de dire que les juges qui se battent aujourd'hui, comme Saadine Merzoug et les autres, les 1000 autres, et peut-être bien plus, et tous ces jeunes qui se battent, et tous ces avocats très dignes qui sont sur le créneau, qui sont sur la brèche, يجي النهار وين الجزائريين يستعرفوا بهم ويعزوهم ويكرموهم ويحطوهم فوق رصانهم والتاريخ يفتح لهم الباب الواسع. وهذا ما حبيت نقول لكم. بقوا على خير، بسلامة.